Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Bienvenue à cette session consacrée à la décarbonation de l'entreprise, comment passer du bilan à l'action, avec trois intervenants. Donc, je commence par Cindy Erard. Vous êtes chargée de mission RSE et communication au sein de Frankish. Bienvenue, c'est une entreprise familiale qui a été créée en Allemagne et qui compte aujourd'hui à peu près 5000 collaboratrices et collaborateurs un petit peu partout dans le monde. Et vous nous direz un petit peu quelles sont les spécialités de l'entreprise. Bienvenue également à Jean-Édouard Sixt. Vous êtes directeur du développement commercial chez RGDS, Réseau Gaz de Strasbourg. Et puis bienvenue à Michel Risser, expert et chercheur dans le domaine de l'énergie au sein de la start-up strasbourgeoise Ubiblue. Et vous êtes par ailleurs enseignant à l'ICAM à Schiltigheim. Et enfin, vous êtes adhérent à l'association Les Shifters d'Alsace. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence. Et puis pour démarrer vos travaux, alors je vais essayer de passer... Voilà, pour démarrer les travaux, là, on va faire ça à main levée. Quelques petites questions pour évaluer un peu l'état de nos avancements sur le sujet. Qui est-ce qui a déjà fait un bilan personnel de ses émissions de gaz à effet de serre dans la salle? Est-ce que vous pouvez... Oh là là. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur une majorité. Alors la deuxième question, vous la voyez à l'écran, qui a déjà fait un bilan de gaz à effet de serre de son entreprise? Ah, il y a beaucoup plus de bilans d'émissions de gaz à effet de serre individuelles qu'au niveau des entreprises qui ont été réalisées. Et qui a déjà commencé à mettre en œuvre un plan d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Je vais splitter la question en deux. À titre individuel, c'est-à-dire qui a déjà commencé à agir à titre individuel, et qui travaille dans une entreprise qui a commencé à agir pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, on a des résultats qui sont déjà intéressants. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Et donc on va démarrer par le contexte de notre atelier, de notre session de travail. On parle le terme important de cette session, c'est décarboner, et le deuxième terme, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action. Il est très important d'être dans l'action, et il faut être dans l'action parce qu'on est sur des enjeux qui sont absolument majeurs. D'abord un enjeu climatique. J'ai lu dans la presse locale, régionale récemment, on nous prévoit d'ici à 2100 d'atteindre des températures de 45 degrés sur le territoire. Je crois que c'est très sous-évalué. Il y a d'autres simulations qui ont été faites, en particulier dans le cadre de la préparation du schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires au niveau de la région, avec des températures bien supérieures à 50 degrés. Donc on a un enjeu d'abord climatique. Comment est-ce qu'on vit sur un territoire où on a des pointes de température à plus de 50 degrés qui approchent 55 degrés. On a également un enjeu sanitaire très important. Aujourd'hui, quand on brûle des énergies fossiles, quand on brûle des énergies de tout type, mais très majoritairement fossiles aujourd'hui, on va émettre des gaz à effet de serre, mais on émet aussi des polluants, et la pollution de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité en France. On a un enjeu économique très important, on pourra y revenir, mais on a des factures énergétiques qui sont massives sur les territoires. Au niveau de la région Grand Est, aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par les entreprises et les ménages pour acheter de l'énergie. Et puis on a un enjeu social également très important, puisque quand on parle de consommation d'énergie, on va vite parler, et ça a déjà été le cas sur les sessions d'introduction, on va vite parler de précarité énergétique. Et donc pour parler de l'ensemble de ces sujets, de ces enjeux considérables, et pour parler de l'action, on va déjà démarrer par une petite contextualisation pour comprendre vraiment les enjeux. Et donc je me tourne vers Michel Risser. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur autour de cet enjeu de décarbonation pour mieux comprendre la nécessité impérieuse d'agir? Et on entend que votre micro fonctionne, et donc je passe à vos dias.
Oui, merci de m'avoir invité. Alors, avant toute chose, je voudrais préciser que donc je suis, comme vous l'avez dit, membre de l'association des shifters, mais compte tenu du format de cette table ronde, j'ai pas la compétence pour représenter l'association. Alors, je vais présenter un petit peu les enjeux. Tout d'abord, l'énergie, en fait, c'est une grandeur physique qui caractérise le changement d'état d'un système. Le système, c'est le système Terre, hein, avec ses interactions entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la glaciosphère, l'anthroposphère, on pourrait la qualifier comme ça, cette croûte d'humanité à la surface du globe. Cette anthroposphère prélève des ressources dans le sous-sol, notamment des ressources carbonées qui sont issues du stockage géologique par la biomasse pendant des millions d'années. Et il convient donc, quand on parle de décarbonation, de ne pas oublier de ce qu'on fait de cette énergie. La transformation du système, c'est le travail que l'on applique au système, à la surface du globe, pour le transformer. Cette énergie, fût-elle 100% décarbonée, l'impact de cette transformation ne changerait pas. On a déjà dépassé un certain nombre de limites planétaires, le climat est une limite qui n'est pas encore dépassée. Alors, l'activité économique, en fait, cette activité extractiviste de transformation, permise par les énergies fossiles, le début de la révolution industrielle, cette explosion de la consommation, s'est permis par la captation de ce potentiel géologique. Cette activité économique, elle repose donc sur un prélèvement de ressources. Quand on calcule le PIB, on parle souvent de consommation d'énergie par point de PIB, mais il ne faut pas oublier que cette énergie, elle œuvre à la transformation des ressources, et finalement, les biens de consommation que nous avons, ils sont faits de ressources. Donc, ce qu'on oublie souvent dans la comptabilité, dans la construction du PIB, c'est que l'énergie sert à transformer les ressources, et avant tout, notre économie est faite d'une consommation de ressources. Alors, si on regarde exclusivement les enjeux climatiques, donc cette consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre qui sont le corollaire de cette consommation d'énergie, sont responsables du dépassement progressif de l'une des limites planétaires, qui est le climat. Alors, si on regarde un petit peu sous l'œil physique ce système climatique, on voit que la réémission dans l'atmosphère de ces quantités de carbone est en train de creuser ce qu'on appelle en physique un puits de potentiel, et que tout système vise à minimiser son énergie. Et aujourd'hui, on est, alors si vous regardez, j'ai pas possibilité de vous le représenter avec un petit pointeur, suite à l'émission de ce carbone, on est donc en train de creuser un puits de potentiel, et on est à cheval sur un état métastable, de basculement, ce qu'on appelle oui, je ne sais pas si ça sera visible sur la vidéo. On est à la limite de ce point de bascule, qui est défini par le GIEC à 1,5 degré, au-delà desquels vont se mettre en place un certain nombre de boucles de rétroaction positive. Et ce puits de potentiel, il est causé par les émissions de gaz à effet de serre, par la réémission de ce carbone dans l'atmosphère. Ce qui nous sépare d'une ère glaciaire, excusez-moi, c'est 5 degrés de moins, en plusieurs dizaines de milliers d'années. 5 degrés de moins, c'est des calottes de glace sur une partie de l'Europe. C'est de la steppe et de la toundra ici. Qu'est-ce qui se passe avec 5 degrés de plus sur une vitesse de réchauffement qui est de l'ordre de 100 ans et non pas plusieurs milliers d'années? Eh ben, c'est simplement la perte de conditions de stabilité climatique qui ont permis l'émergence de l'agriculture. Et là, c'est pas le retour à la bougie que l'on risque, c'est le retour à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc l'enjeu, c'est ça, aujourd'hui. Alors si, pour passer à la slide suivante, comment je peux faire ? Hop. Voilà. Alors si on regarde sous l'angle climatique exclusivement cette limite planétaire, donc vous avez donc à droite les consommations d'énergie fossile depuis, alors j'ai du mal à voir sur ce graphique, depuis un certain temps, tout ce qui est en gris, en bleu, en gris clair, en noir et voilà, ça c'est les énergies fossiles. C'est ce qui a permis ce start-up de notre civilisation thermo-industrielle. Les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est le petit trait vert qui est tout en haut, ici. Donc quand on parle de sobriété, et attention quand on dit sobriété, parce que dans le plan de sobriété du gouvernement, les 3/4 sont de l'efficacité, 1/4 à peu près, c'est de la sobriété. Donc le gouvernement mélange les termes pour semer la confusion. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire. Ce qu'il va falloir, c'est remplacer tout ça avec le petit trait vert qui est au-dessus.
En termes de décroissance d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça représente? On a déjà émis depuis le début de la révolution industrielle 2500 gigatonnes de CO2. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés, le GIEC nous dit qu'il nous reste à peu près 900 gigatonnes à émettre. Et si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, suite à la réévaluation de ces points de bascule, de ces boucles de rétroaction positive, il nous resterait environ 450 gigatonnes de CO2 à émettre. Ça représente le carré bleu que vous avez sur le graphique de gauche. Bien sûr, un arrêt total et immédiat des émissions d'ici à 2025-2030 ne serait pas possible. Donc il va falloir décroître progressivement nos émissions. Mais compte tenu du potentiel en ressources matérielles que nous avons pour amorcer cette décroissance, la physique nous dit que nous n'aurons pas d'autre moyen que de décroître quantitativement en flux de matière et d'énergie. Il faut vraiment préciser ces choses-là. Donc, quel rythme de décroissance? Alors, en vert, si on avait commencé en 2020 pour ne pas dépasser le seuil des 2 degrés, on aurait eu la courbe de décroissance que vous avez en pointillé vert ici. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire qui est la rouge, qui est en train finalement de voir se refermer la fenêtre des 1,5 degré, et c'est ce qui a encore été dit à l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh. On est en train de voir cette fenêtre de 1,5 degré de réchauffement se refermer. Ce qui veut dire que le réchauffement ne va pas s'arrêter en 2100, il continue ensuite. Les 1,5 degré d'ici à 2100, c'est juste une façon de pouvoir se représenter dans une échelle de temps les choses. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est dans la pérennité d'une civilisation humaine organisée. Alors, je pense que je vais céder la parole et je continuerai tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce premier propos. Je vais vous reprendre la zapette. Merci beaucoup. Alors, on voit effectivement sur votre courbe de droite que les consommations d'énergie, malgré le contexte et malgré l'urgence, ne sont pas en train de décroître. Vous évoquez les 1,5 degré, l'accord de Paris, et on sait qu'en Europe de l'Ouest, c'est certainement déjà atteint. Et en particulier sur le territoire ici, les quelques mesures qui sont mises à disposition par Météo France montrent qu'on chauffe d'à peu près 4 dixièmes de degrés par décennie, donc ça s'accélère effectivement. Cindy Erard, est-ce que vous voulez nous présenter Frankish? Et puis comment est-ce que vous avez abordé ce problème? Est-ce que vous avez commencé à vous interroger sur votre diagnostic? Où est-ce que vous en êtes en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Oui, alors bonjour à tous. Frankish, c'est une entreprise familiale allemande. Donc nous, on est la filiale française basée à Torcy-le-Grand, dans l'Aube. Donc Frankish, c'est 22 sites de production et de vente dans le monde. Donc à Torcy, on est expert de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc c'est des solutions sous terre de plastique. Et en France, on est à peu près 70 personnes avec 8 lignes de fabrication et un chiffre d'affaires autour des 36 millions d'euros. Donc on a commencé en fait à faire des actions qu'on ne présentait pas comme la RSE au tout début. Et c'est qu'après qu'on a mis le mot RSE sur toutes les actions qui avaient été débutées. Donc on a voulu se structurer un peu plus avec la labellisation AFNOR engagé RSE, où on est devenu le premier plasturgiste à être labellisé en 2020. Et donc depuis 2020, on est labellisé au titre de progression. Donc c'est un label qui dure 3 ans et ensuite on est réaudité tous les 3 ans. Donc c'est sur toutes les démarches en fait qui sont mises en place au niveau de la RSE. Et donc on a fait un premier bilan carbone dès 2013 pour pouvoir ensuite en 2019 mesurer les évolutions qu'il y a eu au sein de la société. D'accord, donc vous avez déjà 10 ans d'ancienneté pratiquement sur la réalisation de bilan carbone, donc vous faisiez partie des entreprises. Alors bien sûr, ça a commencé dans les années 2000, mais il y avait peu d'entreprises encore au début des années 2010 qui s'engageaient sur le sujet. Et qu'est-ce que ça vous a appris, ce premier bilan carbone, et qu'est-ce que vous a éventuellement appris le deuxième également, et la différence entre les deux? En fait, le premier, c'était juste pour avoir une photo à un instant précis, et le deuxième, on a pu voir des évolutions justement... si vous pouvez passer la slide. Sur le graphique, on peut voir les différences entre 2013 et 2019. Donc, en 2014, en fait, on est passé aux matières premières recyclées et recyclables. Et donc, on voit que ça a fait vraiment
beaucoup, puisque même si on a continué à grandir au sein de la société, on est passé de 5 à 15, puis actuellement on est 60. Mais par exemple, sur les 2 photos de 2013 à 2019, donc on voit on est passé de 33 salariés à 57. Également le chiffre d'affaires qui a continué à évoluer. On est toujours en forte croissance, puisque on est en fait notre secteur d'activité, c'est la ressource eau qu'il faut préserver. Donc la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est pas n'importe quelle activité, et ça fait que de croître. Et donc on a réussi, même en s'agrandissant, à améliorer notre bilan carbone, notamment en passant sur des matières premières recyclées, recyclables. Donc on voit que, par exemple, il y a moins 36% en termes d'émissions de CO2 pour 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt une réussite. Et donc il faut continuer à faire des actions pour pouvoir toujours apporter des points positifs et améliorer notre bilan carbone. D'accord, merci beaucoup. Michel Risser, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a eu un ouvrage important qui a été publié par le Shift Project très récemment, qui est le plan de transformation de l'économie française. C'est un ouvrage qui se veut réaliste, ambitieux. Comment est-ce qu'on transforme l'économie pour permettre aux gens d'avoir un emploi, mais qui permet aussi d'être sur la courbe de décroissance des émissions de gaz à effet de serre? Qu'est-ce que ce type d'exemple vous inspire? Et de manière générale, qu'est-ce que nous apprend cet ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement? Alors, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, c'est un plan, une sorte de plan Marshall de l'économie, qui permet de permettre la décarbonation, la résilience, et qui est également créateur d'emplois. Donc, pour bien cerner ce plan, d'abord j'aimerais juste présenter une partie, si vous passez à la slide sur ma 3e slide sur l'équation de Kaya, il n'y en aura pas beaucoup comme ça. Voilà. Il faut juste voir comment fonctionne l'économie pour pouvoir comprendre l'intérêt de ce plan. Alors, vos émissions de CO2, à gauche, c'est fonction de l'intensité en carbone de l'énergie. Ça, c'est stricto sensus la décarbonation. C'est fonction de en fait, l'intensité énergétique de l'économie. Ça veut dire combien de points de PIB on peut créer par unité d'énergie consommée. C'est fonction de la productivité des personnes, qu'on peut calculer en PIB par population, et de la population. Alors, quand on veut faire de la décarbonation, si on regarde uniquement la question du carbone, on regarde donc le terme A, on dit, OK, il va falloir utiliser une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça veut dire que si on fait exclusivement ça, on ne remet pas en question la conséquence de ce qu'on fait de cette énergie sur les autres limites planétaires. Mais ça, c'est à la limite pas le débat que nous avons ici. Il va falloir remplacer cette source d'énergie par d'autres sources d'énergie, biosourcées par exemple, énergie renouvelable. Regardons quel est le potentiel. Alors d'abord, il y a linéarité entre l'énergie dépensée et le PIB. On parle souvent de découplage. Alors le découplage au niveau mondial, pour l'instant, ça ne se produit pas. Le découplage, ce sont des épiphénomènes qui surviennent quand on a une tertiarisation de l'économie. Et que donc, on va exporter les émissions de CO2 dans des pays à bas coût, par exemple la Chine, l'Inde, et qu'on ne comptabilise pas forcément l'intégralité de ces émissions de CO2 importées dans les produits de consommation. Au niveau mondial, pour l'instant, le découplage entre PIB et consommation d'énergie n'existe pas. C'est un leurre. Ou en tout cas, il est extrêmement faible, parce que le potentiel que nous avons sur ce découplage, c'est un gain de rendement. Mais on a des limites physiques qui sont déjà quasiment atteintes. Alors, regardons au niveau de l'intensité de points de PIB, donc de croissance par énergie dépensée, comment est-ce qu'on peut y arriver si on veut faire du renouvelable ? Alors, il va falloir tenir compte de la capacité à exploiter les ressources de façon efficace. Là, on parle d'intensité d'usage des ressources. À ce moment-là, il faut faire attention quand on utilise des énergies diffuses, parce que les énergies diffuses vont, par exemple, pouvoir produire moins de kilowattheures d'énergie électrique par quantité de tonnes de cuivre, par exemple. Donc, attention à la valorisation des matières premières. Et ensuite, on peut également intervenir sur le rendement. Si on regarde donc la matière première qui va permettre la transformation de la société pour atteindre une énergie décarbonée, ces matières premières qui sont totalement absentes de nos comptes, quand on mesure le PIB, on ne tient absolument pas compte de la ressource en matière première, on ne considère que l'énergie. Si nous intégrions
la ressource en matière première dans les points de PIB, on serait déjà en récession depuis les années 50, gravement. Pourquoi? Parce que l'activité économique extractiviste, c'est une activité qui diffuse, qui augmente l'entropie du système et diffuse ces matières premières, ce qu'on appelle les usages dispersifs. Philippe Biouix a travaillé sur la question. Et donc on vient diminuer la teneur des matières premières dans les gisements, dans les minerais. Alors il y aura toujours du cuivre sur Terre, mais on est en train de se rapprocher de la limite minéralogique, au-delà de laquelle il faut trop d'énergie pour extraire ces matières premières. Si on ne fait pas de réduction, c'est-à-dire de vraie sobriété des usages, nous allons vers un scénario où nous n'aurons pas les ressources énergétiques pour extraire les matières premières et nous n'aurons pas les matières premières pour faire de la conversion d'énergie, ça veut dire ce qu'on appelle faussement, de point de vue physique, de la production d'énergie. Alors, si on regarde le retour sur investissement énergétique, donc le EROI, des énergies fossiles, il est en train de décroître. On a des études aujourd'hui qui nous disent que d'ici les années 2050, il faudra la moitié des énergies fossiles extraites pour extraire ces énergies fossiles. À ce niveau-là, on a une fenêtre d'énergie potentielle disponible pour muter la société vers une transition bas carbone qui est en train de se refermer également. Donc la fenêtre climatique des 1,5 degré est en train de se refermer. La fenêtre de conversion de nos infrastructures énergétiques et industrielles vers une transition bas carbone est aussi en train de se refermer, car nous n'aurons plus, à un coût énergétique suffisamment faible, d'énergie disponible pour amorcer cette transition. Ce qu'il faut donc faire, c'est un véritable plan de transformation de l'économie française qui a une vision physique de l'économie au sens flux de matières premières et d'énergie. Éric Orzena, qui est un économiste qui avait écrit un livre qui s'appelait « Un monde de ressources rares », disait « L'économie, c'est la gestion des raretés ». Aujourd'hui, l'économie n'est totalement pas une affaire de gestion de rareté matérielle. C'est pour ça que nous avons de l'inflation, puisque l'inflation, c'est quand on a une création d'unités d'échange économique qui dépasse la création de richesses matérielles réelles. Or, le fonctionnement économique, il est avant tout régi par la disponibilité des ressources. Et cette ressource, comme le disait Jean-Baptiste Say dans son traité d'économie, aujourd'hui, elle est gratuite. Les ressources matérielles sont gratuites par construction. Merci beaucoup pour ces éléments importants. Alors, on va encore laisser la diapositive 20 secondes, et après, on la masque, et il y a une interrogation écrite. Alors, on commence à parler, merci beaucoup pour ces éléments, on commence à parler de plus en plus, donc l'atelier s'intitule décarbonation, et on voit qu'on parle de plus en plus d'énergie. Au niveau de l'énergie, on voit aussi actuellement dans le contexte, on a parlé lors de l'introduction de guerre en Ukraine, on a une augmentation des tarifs de l'énergie, on a certainement aussi un problème de potentiel d'énergie mise à disposition au cours de l'hiver. On parle d'éventuels délestages de quelques heures pour les ménages et pour certaines entreprises. On a une grande dépendance aux énergies carbonées et on voit que la décarbonation est vraiment absolument essentielle pour se donner aussi des marges de manœuvre économiques, pour se donner de l'indépendance. À RGDS, Jean-Édouard Stix, vous êtes acteur aujourd'hui de cette décarbonation. Vous travaillez beaucoup sur les filières de gaz vert et l'expérimentation, les projets innovants. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Sur quel projet vous avancez sur le Grand Est et sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg? Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord peut-être revenir sur un petit peu d'histoire, puisque nous on est opérateur de réseau de gaz naturel et on a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps, mais depuis une dizaine d'années, c'est une filière finalement assez jeune, assez récente, on développe la production de gaz vert, de gaz renouvelable sur nos territoires. Alors qu'est-ce que c'est que le gaz vert? Que sont les gaz renouvelables? L'idée elle est assez simple, on dispose de ressources, de déchets liés aux exploitations agricoles, de déchets liés à l'industrie agroalimentaire, ou encore de nos propres déchets. C'était cité ce matin dans la plénière d'ouverture. L'Eurométropole organise la collecte des biodéchets. Ces biodéchets, il faut en faire quelque chose. Et on a une solution qui est en pleine émergence depuis 10 ans. C'est la méthanisation qui permet de produire du gaz vert à partir de ces déchets et d'être ensuite réinjecté dans les réseaux de gaz et réutilisé dans vos cuisinières ou dans différents process de chauffage ou encore de production. Je disais que la filière elle est jeune parce que le premier site de production c'était dans le nord de la France en 2011. Puis le deuxième en 2013. Vous voyez, c'est passé déjà un petit peu de temps. Et aujourd'hui, en France, c'est plus de 150 méthaniseurs par an. Donc on est passé à
2-3 mises en service par semaine. En 2021, c'est les derniers chiffres dont on dispose, on aura mis autant de méthaniseurs en service en France que tous ceux qui ont été mis en service les 10 années précédentes. C'est la première énergie en termes d'atteinte de ces objectifs dans le cadre de la progression pluriannuelle de l'énergie qui va arriver à terme l'année prochaine et qui va être renégociée pour une prochaine période de 4 années. Donc on voit que les choses bougent, s'accélèrent. Et puis, je voudrais faire un zoom parce qu'en Grand Est, on peut être particulièrement fier de la dynamique puisqu'on est la première région de France sur le sujet. Il y a plusieurs raisons à ça. On est une région historiquement agricole qui a des systèmes de production. On est une région où les réseaux gaziers sont développés parce qu'on est une région industrielle. Et puis, on est aussi une région froide, même si de temps en temps, ces derniers temps, on s'interroge un peu sur les sujets climatiques. Mais on est une région qui dispose de potentiel de production et de potentiel d'usage et de consommation par ailleurs. Et donc, en 2024, avec les projets qui sont identifiés, qui sont soit en fonctionnement et soit en cours, on atteindra 10% de nos consommations dans le Grand Est qui seront produits dans le Grand Est à partir de ces unités de méthanisation, ce qui est une dynamique, on est passé de 0 à 10% en 10 ans. Voilà, ça c'est pour la première partie, sur la partie filière, et finalement, on parlait de coopération, je pense qu'on illustrera peut-être un petit peu plus après les sujets de coopération qu'on peut mettre en œuvre. Merci beaucoup Jean-Édouard. Alors il y a une question qui était posée à travers le chat. N'hésitez pas, hein, vous avez le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez poser des questions. Alors je vais la poser comme elle est arrivée. Certaines des infographies présentées semblent confondre énergie et électricité. Comment passer à l'action quand l'étape du bilan ne semble pas avoir été passée correctement? Alors je ne sais pas à quel... Je vais répondre... Alors, éventuellement, vous pouvez aller sur ma dernière slide. Ou l'avant-dernière plutôt. Allô? Oui. Vous m'arrêtez. Alors, avancez encore un peu, c'était celle-là. Non, revenez en arrière. Je pense que c'est par rapport à cette slide. Oui, et là, je partais du développement de l'équation de Kaya avec comme base pour l'énergie, les énergies fossiles. Faire de la décarbonation, bien sûr, ça n'est pas que de l'électricité. Mais c'est tout de même grandement... Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce levier-là? C'est parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup, par exemple, de véhicules électriques ou de technologies efficaces en énergie et d'utiliser le vecteur électricité pour transporter une énergie convertie vers l'utilisateur. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Et bien sûr, en fait, les limites de ressources sur tout ce qui est gestion du vecteur électrique vont faire qu'il faudra se tourner vers d'autres choses. Par exemple, Jean-Marc Jancovici dit on ne peut pas faire 100% de véhicules électriques. Ça ne fonctionne pas du point de vue des ressources. Il faudrait d'abord viser un véhicule à 2 litres au 100 thermique parce qu'il est plus sobre en matière première. Donc, bien sûr, j'avais peu de slides, ce constat-là est partiel. Ensuite, par rapport à cette question de matières premières, je l'ai dit en introduction, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on comptabilise le PIB. On fait intervenir l'énergie dans les points de PIB, mais on devrait également faire intervenir les matières premières dans la valeur du PIB. Aujourd'hui, nous n'avons pas de dotation aux amortissements pour la déplétion des ressources naturelles. Ce qui veut dire que nous n'avons nulle part dans nos bilans comptables la dépréciation du stock de matières premières facilement disponibles, ça veut dire concentré par la géologie dans des gisements. Cette vision-là n'est pas du tout intégrée dans notre comptabilité du PIB. Et pour la comptabilité carbone, c'est encore autre chose. Alors j'aimerais juste du coup passer au PTEF, le plan de transformation de l'économie française, du SHIFT. Donc ce plan de transformation, c'est un plan qui permet donc de permettre une transition bas carbone, résiliente, et elle est également créatrice d'emplois. Alors bien sûr, je ne peux pas présenter l'ensemble de ce plan. Je n'ai pas le temps et les ressources. C'est pas mon métier. Il recouvre l'intégralité des domaines économiques et il faut également se rendre compte qu'il faudrait intégrer dans l'entreprise une comptabilité extra-financière, ce qu'on appelle la comptabilité carbone. Il y a plusieurs outils pour le faire. Vous avez le GHG protocole, le bilan carbone ou la norme ISO 14064. Intégrer de façon comptable, extra-financière, le carbone
dans les produits, c'est ce qui nous permet de façon holistique en fait d'intégrer la contrainte carbone dans l'ensemble des flux de matière et d'énergie qui régissent finalement l'évaluation de notre croissance. Ça veut dire finalement le PIB, puisqu'aujourd'hui c'est l'indicateur qu'on utilise. Ce que j'ai présenté tout à l'heure par rapport au rôle de l'énergie, et ici électrique, c'était pour présenter la limitation de notre capacité à transiter vers une société bas carbone si nous ne faisons pas en même temps de la sobriété. Merci beaucoup. Alors on a d'autres questions plus tard si besoin. On en reparlera un petit peu plus tard. On a d'autres questions qui arrivent. Alors peut-être une question qui s'adresse à Jean-Édouard. 10% de biogaz, c'est bien. D'où viennent les 90% restants? Alors là, je pense que la réponse est assez évidente. Et puis une autre question un petit peu plus délicate. Méthanisation, quid de l'appauvrissement des sols à cause des matières végétales qui ne retournent pas dans les champs? Alors oui, 10%, les 90% sont encore importés. On vise 100% en 2050. 100%, ce sera faisable aussi avec des enjeux de sobriété énergétique, c'était juste avant, ou encore d'efficacité énergétique, puisque on est tout à fait d'accord qu'au départ, il faut éviter de consommer, et on a encore de la matière à progresser, notamment sur la rénovation des logements. Mais il faut quand même pas faire un faux procès aux énergies renouvelables quand la filière elle a 10 ans et la progression et l'accélération qui se produit, qui est réelle, c'est largement au-dessus d'autres dynamiques, et on a plutôt tendance à encourager. Le SRADET, tu l'évoquais tout à l'heure, prévoit un point de passage en région Grand Est à plus de 30%. Ce qui nous semble tout à fait atteignable au vu de la dynamique qui est là aujourd'hui. Sur la deuxième question a été évoqué l'appauvrissement des sols, ou en tout cas la contrainte sur la partie agricole. Je crois que le débat il a été assez tranché, puisque 90% en fait des unités de méthanisation sont des unités de méthanisation agricole géré par des agriculteurs qui rend plusieurs services au monde agricole. Le premier, on traite des déchets. Donc ces déchets, effectivement, ils sont méthanisés et on vient finalement récupérer la partie qui de toute façon allait se dégrader d'une manière ou d'une autre. Ensuite, quand vous rentrez une partie dans un digesteur, vous récupérez 90% d'ailleurs de matière qu'il faut réépandre, et donc il y a un retour obligatoire au sol. Et là, on vient éviter un deuxième apport, c'est l'apport d'engrais plutôt issus de la pétrochimie. Et donc on vient apporter une solution, l'agriculteur retrouve des solutions d'enrichissement de ces sols, et ce retour au sol, il est obligatoire. Il est extrêmement encadré et extrêmement bien géré. Donc finalement, la méthanisation apporte des solutions, apporte des ressources financières, apporte un maintien du tissu agricole sur nos territoires, et apporte un maintien et la création d'emplois. On oublie souvent de le rappeler, mais ça fait partie de l'ensemble des externalités positives. Et finalement, cerise sur le gâteau, au mieux de tout ça, on a produit de l'énergie renouvelable, locale, non délocalisable, et surtout décarbonée. Et donc une toute dernière question avant de passer à la suite, et je pense que Michel et Jean-Édouard, vous avez déjà apporté une partie de la réponse. Le projet de convertir le parc automobile européen à l'électrique n'est-il pas un leurre? Est-ce réaliste en termes de ressources et de coûts? Bon, il y a déjà d'autres pistes qui ont été évoquées, évidemment, mais je ne sais pas si vous voulez en dire encore un mot. Justement, oui. Alors ça du coup, a un lien avec la question précédente par rapport au bilan, où j'étais en train de citer justement l'impasse d'une 100% électrification sans faire de sobriété, par rapport à ce leurre d'une électrification. Alors, il y a quelques années, quand on avait le temps, en TD avec mes étudiants, on calculait combien il faudrait de réacteurs EPR pour convertir l'intégralité du parc en électricité. Avec un taux de charge de 100%, il fallait 16 EPR en plus. Alors qu'on sait qu'on est appelé à avoir une fermeture de centrale programmée, qui fait qu'on ne pourra pas maintenir le parc existant simplement pour des questions de capacité de production. À l'échelle mondiale, le nucléaire, c'est 2%
de la consommation finale d'énergie, 5% à peu près de la production d'énergie primaire. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas grand-chose, le nucléaire, ça sera un amortisseur de la décroissance. Et si maintenant on veut un vecteur électrique produit avec des sources renouvelables, eh ben, on reporte la dépendance aux fossiles sur une dépendance aux matières premières. Donc tout à fait, je souscris totalement à la question qui a été posée, c'est qu'aujourd'hui, si on n'intègre pas finalement la décroissance des usages en intensité, hein, qui est dictée finalement par la nécessaire décroissance des flux de matière et d'énergie, on ne peut pas résoudre l'équation. Alors dans l'équation de Kaya de tout à l'heure, hein, les PIB par individu, finalement c'est quoi? C'est la productivité individuelle, donc c'est le pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que mathématiquement, nous n'avons pas d'alternative, compte tenu de la fenêtre en ressources en matières premières qui est en train de se refermer, et énergétique également, nous n'avons pas d'alternative que de voir décroître notre pouvoir d'achat. Parce que il ne peut pas en être autrement du point de vue des ressources. L'exemple avec la conversion du parc automobile à l'électrique de cette question. Peut-être un petit complément sur la mobilité. Non, demain, le monde ne sera pas tout électrique. Je peux vous rassurer si vous en étiez inquiet. Chose qui va changer dans la mobilité, c'est qu'aujourd'hui, on va passer d'une mobilité où on ne se posait pas de questions. Ah si, essence ou diesel. Bon, en gros, on ne posait pas la question sur je prends une voiture alimentée à l'essence pour faire un trajet, quel qu'il soit. Demain, on va devoir se poser la question de quel est mon besoin et quels moyens j'utilise pour répondre à ce besoin. Si j'ai besoin de faire une mobilité de quelques kilomètres, peut-être que je vais utiliser le vélo. Si j'ai besoin de faire une mobilité plus lointaine, je vais m'interroger. Et on peut transférer ça sur nos modes individuels, mais on peut aussi transférer ça sur nos modes plus d'entreprise, où aujourd'hui le transport, notamment de marchandises, rentre également dans ces notions d'usage et d'adapter mon moyen à mon usage. Et là, vous avez un champ de mix des mobilités qui apparaît. Oui, il y aura de la mobilité électrique, et oui, il y aura de la mobilité hybride, oui, il y aura de la mobilité au gaz, et on pense notamment à la mobilité au biométhane, au biogaz. C'est déjà une solution qui est disponible et qui permet en fait de décarboner sa mobilité à des coûts acceptables, notamment en investissement, et surtout sur des systèmes qui permettent d'apporter des solutions qui, lorsque vous faites le plein, sont rapides. Et puis peut-être qu'on peut déjà amorcer peut-être la suite qu'on avait un peu prévue, mais il y a une autre mobilité qui est en train d'arriver, c'est la mobilité à l'hydrogène qui va permettre de répondre aussi à des besoins et à des solutions, notamment pour la mobilité lourde, que ce soit la mobilité de transport de marchandises ou alors le transport de personnes. Après, à Strasbourg, on a été pionnier, je pense, sur des mobilités alternatives, et RGDS a tout simplement contribué, et on va continuer. La mobilité gaz, ça fait plus de 25 ans qu'on la pratique à Strasbourg. On a initié ça notamment avec la CTS, qui a un certain nombre de ces bus qui roulent aujourd'hui au gaz. Aujourd'hui, ils peuvent rouler au biogaz. On avait inauguré une première station il y a plus de 25 ans, et on continue dans cette dynamique-là, puisque demain, on va pouvoir vous proposer des stations multi-énergie qui intégreront des mobilités biogaz, des mobilités électriques et des mobilités hydrogène. Et ça, c'est prévu pour fin d'année prochaine. Rendez-vous à la Méno. Merci beaucoup. Donc, je vais me permettre de lire une dernière question et je vais y répondre moi-même avant de me tourner vers Cindy Erard. Il y a beaucoup de questions. Merci à tous les contributeurs, que ce soit dans la salle ou que ce soit à distance. Alors la question a sauté. La production de méthane ne reposerait-elle pas en partie sur l'exploitation des animaux, entre parenthèses vaches? Alors là, je vais me permettre d'apporter un élément de réponse. Il faut distinguer le méthane émis par les ruminants qui participent aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas ce méthane-là qui est récupéré par RGDS pour alimenter les voitures ou les process industriels ou les installations de chauffage. Donc il faut bien distinguer les deux. Cindy Erard, une question pour vous. Quels sont les scopes qui ont été pris en compte dans vos bilans carbone? Est-ce que vous êtes sur du scope 1, des émissions directes, du scope 2, des émissions indirectes liées à l'énergie, ou carrément du scope 3, et là vous regardez toutes les émissions indirectes de votre entreprise? Oui, alors ça a été les 3 scopes, et c'est pour ça que suite aux 2 bilans carbone qu'on a effectués, on a mis en place
un plan d'action de suivi, de réduction des émissions de carbone. Donc ça passait par des mots comme l'éco-conception, notamment sur certains de nos produits. Ça nous a permis, par exemple, sur un de nos produits, le bloc Rigofil ST, de le développer pour qu'il soit 4 fois moins grand en termes de place, donc dans tout ce qui est transport, les camions, etc. Et donc avec le plus gros poste de dépense qui était également les matières premières recyclées, recyclables, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a également toute la partie logistique dans notre plan d'action qui était pas mal importante. Donc on a créé en interne un guide logistique pour pouvoir rationaliser et optimiser les transports, puisque c'est obligatoire, on transporte des tubes, donc on essaye d'être malin et d'utiliser par exemple du télescopage de tubes, donc avec l'éco-conception aussi pour la réduction de place au niveau des camions et des transports. Il y a également eu la gestion des déchets à prendre en compte, donc dans les bureaux et aussi dans la partie production, la valorisation des déchets. Et toutes ces actions, on essaye ensuite de mettre en place des indicateurs. On a créé récemment un comité développement durable en interne pour essayer que toutes les parties prenantes internes puissent participer. Donc il y a un représentant de chaque service qui participe au comité développement durable et donc on met en place des indicateurs pour les challenger et essayer d'aller de l'avant. Et est-ce que l'énergie est aussi chez vous un levier important pour essayer de faire baisser ces émissions de gaz à effet de serre ? Quelles sont les actions un peu spécifiques sur l'énergie que vous mettez en place ? Alors sur l'énergie, bien sûr, c'est aussi important. On regarde ça avec tout ce qui est les sujets de transition énergétique. Donc on a commencé à remplacer les néons des bureaux et ensuite on va remplacer dans les prochains mois toute la partie atelier de production qui était pareil en néon, en LED. Ensuite il y a également toute la partie chauffage. On ne chauffe plus l'atelier puisqu'il y a les machines qui chauffent assez ou au moins à 19 degrés. Donc on essaye de faire des réductions pour pouvoir être dans les clous. 19 degrés, c'était combien avant avec les installations de chauffage ? Donc 19 degrés juste avec les machines, vous arrivez à maintenir cette température ? Oui. Et avant, vous étiez à combien ? Et si c'était plus élevé, il a fallu discuter beaucoup avec les salariés ou ça s'est fait très simplement ? Alors je sais pas combien c'était, j'ai pas les chiffres en tête, mais il n'y a pas eu besoin de vraiment discuter avec les salariés. En fait, il y a tout le monde qui se sent concerné par tous ces sujets. Donc en fait, ça a été très bien pris en interne et c'est pas un sujet il n'y a pas de problème. D'accord, il y a une bonne mobilisation. Est-ce que les résultats du bilan carbone et les pistes d'action sont connus de tous les salariés ou c'est quelque chose qui reste un peu à l'étage de management ? Non, c'est connu. On fait des ateliers de sensibilisation plusieurs fois par an. On a sorti récemment nos enjeux RSE. On a également fait une matrice de matérialité en prenant en compte donc les parties prenantes internes et externes. Donc on essaye ensuite de communiquer donc déjà en interne puis en externe pour tous ces sujets. Donc il y a également, comme je l'ai dit, les ateliers de sensibilisation. Par exemple, à l'éco-conduite, on avait fait en 2020, on avait distribué à tous les salariés un jeu sur l'éco-conduite, donc pour Noël. Et on fait également des ateliers de sensibilisation à l'éco-conduite pour toutes les personnes qui sont obligées de prendre la voiture dans leur travail au quotidien, les responsables secteurs, etc. D'accord, donc quand on vous entend, il faut une photo à un moment, il faut un diagnostic, il faut un plan d'action tiré du diagnostic, et puis il faut mobiliser tout le monde, il faut laisser personne au bord de la route, parce qu'autrement on peut aller sur des foyers de tension, et alors ça va freiner le déploiement du plan d'action. C'est ça, puis il faut réussir à structurer à un moment donné, puisque sinon il y a trop de sujets, on veut aller sur tous les sujets, et on va peut-être aller trop vite dans certains et pas bien les faire, donc oui. Il vaut mieux se poser et structurer.
Jean-Édouard, pour réussir à... Est-ce que Michel... Okay. Jean-Édouard, pour réussir à transformer les filières, on voit qu'on a besoin de beaucoup de coopération, c'est la thématique de la journée, on a besoin de partenariats. Quel rôle vous jouez avec RGDS justement pour accompagner tous ces projets, et comment est-ce que tous les partenaires qui sont autour de vous, avec vous, peuvent participer et devenir acteurs de toutes ces transitions qu'on évoque depuis ce matin? Alors pour un opérateur de réseau, finalement, c'est assez naturel d'être dans cette notion de partenariat et de mise en lien des gens entre eux, des différents acteurs. Pour autant, on a pris pleinement notre part en tant qu'entreprise avec des investissements dans des projets de production de méthanisation. Je vais évoquer la station d'épuration de Laventionneau. C'était en 2015, c'était la première station en France et on a contribué à faire bouger la réglementation qui à l'époque ne permettait pas d'utiliser ce gaz et de le réinjecter dans les réseaux. C'était pas autorisé, donc quand c'était pas autorisé, c'est interdit. La réglementation a changé et aujourd'hui, sur la majorité des stations d'épuration dans les grandes villes de France, vous retrouvez des méthaniseurs qui réinjectent. C'est le cas à Mulhouse, c'est le cas dans d'autres villes de la région. Et puis ensuite, la mise en lien, c'est permettre aux projets d'être réalisés et c'est accompagner notamment les agriculteurs, faire en sorte qu'on minimise leurs coûts d'accès au réseau, choisir le meilleur emplacement, accompagner ces agriculteurs dans leurs projets, puisque dès que vous avez un projet d'énergie renouvelable, forcément vous avez des questions autour de ce projet, donc la question de la communication, en tout cas de l'acceptabilité du projet sur un territoire, elle est importante, il faut pouvoir expliquer et éventuellement prendre en compte aussi des remarques, des interpellations qui sont tout à fait légitimes. Et puis on continue. Parce que la méthanisation, c'est la première étape des gaz renouvelables. Il y a plusieurs étapes qui sont encore devant nous. On pourrait parler de pyrogasification, c'est-à-dire d'utilisation non plus cette fois-ci uniquement de la partie fermenticible, la partie digestable. C'est la partie qu'on va appeler ligneuse. On va parler de pyrogasification. Et puis le dernier étage de la fusée, c'est l'arrivée d'hydrogène. Et on porte tout particulièrement un projet de thermolyse de biomasse pour produire de l'hydrogène. C'est un projet de recherche et développement qui avance plutôt bien et qui devrait voir le jour à l'échelle industrielle d'ici 2024 pour produire près de 1000 kg d'hydrogène par jour à partir de bois, de biomasse locale, et de la plaquette forestière en fait, donc issue de l'exploitation. Et à nouveau on travaille sur un déchet pour lui donner un autre usage. Merci beaucoup. Alors il y a encore des questions qui sont arrivées dans le chat. Par contre, je ne voudrais pas être accusé de favoriser la fracture numérique. Donc est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne peuvent pas poser de questions à travers un SMS et qui souhaiteraient tout simplement lever la main? Ou est-ce que je continue avec les questions qui arrivent par voie numérique? N'hésitez pas, il ne faudrait pas que vous soyez frustrés en disant mais moi j'ai pas de smartphone ou tout simplement de téléphone. Voilà, donc pour l'instant je vois pas de main se lever. Alors Michel Risser, vous preniez le micro avec une question qui est arrivée également qui peut vous permettre de faire le lien avec le propos que vous vouliez tenir. Quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique? Et ça c'est une sacrée question. Alors tout d'abord, j'aimerais juste réagir à ce qui a été dit. Là, on entend parler de différentes solutions volontaristes qui sont très bien. D'ailleurs, elles sont décrites dans le PTEF du Shift Project. Par exemple, sur la méthanisation, la méthanation. Toutes ces solutions plurielles font partie de la solution, mais elles reposent toujours sur du volontariat. Aujourd'hui, on continue de financer des énergies fossiles, même si la France s'est retirée du traité sur la charte de l'énergie récemment. Dans la comptabilité carbone, donc cette comptabilité, elle permet à l'entreprise d'intégrer à moyen et à court terme des solutions qui lui permettent de faire face à la concurrence dans un environnement concurrentiel. Mais à long terme, cette comptabilité carbone, elle permet de pérenniser le système dans lequel l'entreprise évolue. C'est l'organisation sociale, c'est l'organisation de notre économie, de notre société thermo-industrielle. Il y a un problème de distorsion de concurrence entre les individus, entre les volontés, entre ceux qui font quelque chose et ceux qui ne veulent pas s'y astreindre parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit, alors qu'en fait il ne s'agit pas de se battre contre ses droits à consommer, mais contre ses privilèges. Ce qui veut dire que je pense, et là à titre personnel, que cette comptabilité carbone, elle doit également aller jusqu'à in fine s'appliquer chez le consommateur sous forme de crédit carbone. Je vous rappelle qu'aujourd'hui la moyenne française c'est 12 tonnes d'émissions par habitant.
et par an, et qu'il faudrait limiter entre 1,2 et 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Ça, c'est le seuil qui nous permet d'être à l'équilibre au niveau climatique. Comment est-ce qu'on embarque tout le monde dans la machine pour ne pas voir les mesures qui ont été annoncées être uniquement des mesures locales et des mesures volontaristes? Eh ben, c'est en généralisant la comptabilité carbone, hein, puisque l'entreprise est déjà par nature une structure qui comptabilise. Eh ben, il faut intégrer à sa comptabilité également la notion de carbone, parce que ça n'est que elle qui permet de généraliser et de réglementer l'émission de carbone chez le citoyen. Je vous rappelle qu'il y a une étude de Carbone 4 qui disait qu'il y a 3/4 des émissions qui sont allouées aux services publics et qui sont finalement qui relèvent des leviers réglementaires, et 1/4 de nos émissions en tant qu'individus qui relèvent des mesures personnelles. Ça veut dire que finalement c'est l'outil réglementaire et la comptabilité carbone qui nous permettront de généraliser et de standardiser et de systématiser ces mesures. Toutes ces solutions techniques, elles existent, elles sont décrites dans le plan de transformation, mais il faut maintenant les imposer réglementairement. Alors par rapport au nucléaire, juste pour la question. Très rapidement, puisqu'on vient de m'envoyer un message, la plénière de remise des trophées RSE va démarrer. Si je ne m'abuse, ça va être dans cette salle. Donc avant qu'on soit sorti de force, voilà, en quelques secondes. Oui, en fait, j'ai déjà répondu à la question. Au niveau mondial, là où se joue la question des gaz à effet de serre, le nucléaire aujourd'hui, avec notre parc actuel, c'est 2% de la consommation finale d'énergie. Comment est-ce que vous voulez, dans les délais du réchauffement climatique, dans les délais impartis pour réagir, construire un parc avec les technologies actuelles qui feront que nous serons limités en ressources? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nucléaire, dans les pays qui en ont déjà, on parle du nucléaire historique, c'est un amortisseur de la décroissance. Nous n'avons plus les moyens de mettre en œuvre un scénario type Négawatt 2011 où on pouvait sortir du nucléaire avec des fermetures programmées parce que nous ne sommes plus en 2011. La fenêtre s'est refermée. Et donc, le nucléaire sera un amortisseur de la décroissance. Peut-être des technologies futures, et là c'est un débat public où moi je n'ai pas, en ma qualité de petite personne, les moyens de trancher, puisque c'est des questions qui doivent être discutées au niveau des débats publics et qui doivent émaner d'un consensus. Mais aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas débattue. On va dire au niveau de ce qu'il faudrait mettre en œuvre comme mesure, comme intensité de moyens pour faire face aux enjeux. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on est dans de la mesurette. Oui, merci beaucoup. Alors, on va commencer à s'acheminer vers la fin et je vais me permettre de personnaliser un peu la toute dernière question. Est-ce que vous pouvez en 1 minute, chacun de vous trois pour terminer, dire à titre individuel, on a parlé de ce qu'on doit mettre en place, de ce qui se met déjà en place dans des entreprises. À titre individuel, vous faites quoi ? Quelle est votre action aujourd'hui pour décarboner votre mode de vie ? Est-ce qu'on commence par vous, Cindy ? C'est d'essayer de faire, en fait, de communiquer, parce que il y a quand même, on voit qu'il y a une différence entre le professionnel et le personnel, et donc tout le monde n'a pas accès aux informations comme nous qui sommes vraiment axés sur ces sujets au quotidien, en fait. Et donc c'est de faire tache d'huile au niveau personnel et d'impliquer le maximum de personnes à faire des petits gestes quotidiens pour favoriser justement la préservation des ressources. Merci beaucoup. Michel, vous voulez... Alors je souscris à cette question de communication tout à fait, c'est pour ça que je suis là. En parallèle, je dirais la principale mesure qu'on peut mettre en œuvre personnellement, c'est de finalement réduire sa capacité à consommer et donc réduire son pouvoir d'achat. Ça veut dire travailler moins, ce qui permet de vivre mieux et d'avoir du temps libre pour ses projets personnels. En même temps, on va consommer moins de viande. Essayer de moins se déplacer, essayer d'user au maximum ces systèmes, je parle de l'informatique, revaloriser, récupérer dans les déchetteries ou là où on peut des systèmes plutôt que d'acheter du neuf. Mais surtout, effectivement, communiquer, parce que ça n'est pas 5% des personnes qui, en changeant à fond, vont pouvoir amorcer le système. C'est en communiquant pour embarquer tout le monde via finalement le vote, via le fait de mettre en place des politiques qui ont cerné les enjeux, parce que pour l'instant ça n'est pas le cas. Et donc pour ça il faut éduquer la population, il faut lui fournir les outils, la grille de lecture qui va lui permettre de faire les bons choix au moment où il vote. Merci beaucoup. Vous avez évoqué moins de viande et tout à l'heure on a parlé des ruminants, donc voilà, moins de viande, en particulier moins de ruminants peut-être. Moins de méthane. Moins tout court. Moins tout court. Jean-Édouard ?
Je pense effectivement on a tous un rôle à jouer dans la communication. Après, à titre individuel, sans tomber peut-être dans la mesurette, mais je suis comprendre que 17% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'était lié à notre alimentation. Et moi, j'adore cuisiner, j'adore faire plaisir, c'est à titre personnel une vraie passion, et donc j'essaye de m'astreindre du mieux possible. C'est pas toujours facile, mais à consommer plus local, à consommer des fruits et légumes de saison. Ça paraît bateau, mais ça fait tellement de bien de partager ça avec ses enfants. Voilà. Merci beaucoup, et je pense que c'est pas bateau du tout, parce qu'il y a encore quelques années, certains supermarchés proposaient des produits de contre-saison au mois de décembre et au mois de janvier. Et ça, c'est quand même quelque chose qui existe peut-être encore, mais en tout cas, moi, je ne le vois plus. Donc, merci beaucoup. Quelques informations avant de remercier nos 3 intervenants. Rendez-vous le 8 décembre au marché de Noël Off avec un atelier organisé par Initiative Durable sur les scénarios 2050 de l'ADEME qui ont été présentés tout à l'heure par Jérôme Béton, directeur régional de l'ADEME sur la région Grand Est. Donc, le 8 décembre, atelier organisé par Initiative Durable. Et puis, un petit souvenir du 3 au 6 octobre 2002. Donc je dis bien 2002, il y a presque exactement 20 ans, dans ce lieu, le Palais de la Musique et des Congrès, et en particulier dans cette salle, il y a eu les premières assises internationales des collectivités pour la maîtrise de l'énergie, qui étaient organisées par le Conseil général du Bas-Rhin. Je ne sais pas s'il y avait quelques personnes qui étaient déjà là à l'époque, donc c'était il y a exactement 20 ans, et ça a été la première interrogation sur le territoire de comment est-ce qu'on embarque des acteurs d'un territoire pour travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était extrêmement précurseur à l'époque. La gestion des émissions de gaz à effet de serre à l'époque, c'est une question d'État. C'était une question d'État et pas une question de collectivité, de territoire. Et on voit les progrès qui ont été réalisés aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci à vous 3 pour vos interventions. Et merci à Initiative Durable pour l'organisation de cette journée extrêmement fructueuse. Merci et bonne journée.